Bonjour, bienvenue dans ce module numéro 4 qui aborde donc la communication visuelle et précisément la charte graphique. J'ai le plaisir de vous retrouver à la suite des modules qui nous ont entretenus sur les généralités sur la communication, la stratégie de communication et les outils du numérique, donc les différents outils et leviers qu'on doit mettre en application dans sa stratégie de communication numérique. Dans ce module, nous allons donc aborder la charte graphique. Comment est-ce que l'image, ou alors quel est donc l'impact des éléments graphiques sur notre communication. Avant de commencer, quels sont donc les objectifs du module, comme on a l'habitude de le faire. À la fin donc, du module 4, vous serez capable de reconnaître, ou du moins vous connaîtrez les bases de la communication visuelle. Ensuite, vous pourrez faire la différence entre un logo et d'autres signes graphiques. Par après, vous connaîtrez les différents éléments d'une charte graphique, évidemment, et vous saurez ce que vous voulez dans votre logo et dans votre identité visuelle. Vous serez maître de votre univers graphique. Quel est donc le plan du module? Après les définitions, nous allons parcourir les différents éléments qu'on peut retrouver dans une charte graphique. Et nous allons apprendre comment est-ce qu'on conçoit ou on construit son identité de marque. Alors, une charte graphique, c'est vraiment tous les éléments graphiques qu'on peut retrouver en lien avec votre image, en lien avec votre institution. La charte est aussi utile en communication interne qu'externe. Quand on travaille avec des agences ou alors de nouveaux collaborateurs, une charte graphique complète et exhaustive, bien pensée, vous fait gagner en fait en temps, vous fait gagner un temps précieux pour diffuser votre image de marque. Cela voudrait dire qu'il y a une ligne rouge que chacun suit et donc le travail, on synchronise le travail et on n'a pas besoin de faire des répétitions ou de revenir à chaque fois en arrière. Alors, la charte graphique, en effet, mobilise la vue. Il faut savoir que la communication visuelle mobilise la vue. Voilà. Tout ce qu'on peut voir donc, à travers le sens, donc la vue. La charte graphique vient formaliser l'utilisation de l'ensemble des signes graphiques qui composent l'identité visuelle graphique d'une structure. Donc, la charte graphique, c'est un document qui formalise les règles d'utilisation de vos signes, de vos graphiques, de votre image en tant qu'institution. La charte regroupe tous les éléments visuels qui déterminent les valeurs et la personnalité de votre identité. D'une entité, d'une organisation, donc plus concrètement de la mairie, de la préfecture, de la région, etc. L'identité visuelle, c'est le logo, les polices de caractère, les codes couleurs, les éléments visuels, les signes graphiques, etc. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, on va tous les découvrir. La charte garantit la cohérence de l'identité visuelle sur tous les supports. Cela voudrait dire que à chaque fois qu'un document sort de chez vous, quel que soit le document, on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir pour savoir que ce document vient de telle commune, de telle région, de telle préfecture. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre identité visuelle est cohérente sur tous vos documents et donc très visible. La disposition du logo sur les cartes de visite ou le papier en tête, le choix des couleurs pour les sites web ou les plaquettes institutionnelles, etc. Tout cela aussi se retrouve dans la charte graphique. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut que, dès à présent, on commence à mettre la différence entre le logo et la marque. Le logo, c'est l'élément visuel principal de la charte graphique. Il est présenté sous diverses formes et plusieurs fonds de couleurs, donc différents. Le logo est sans doute l'élément qui différencie le plus une marque de toutes les autres marques. C'est aussi le plus souvent le premier contact qu'on a avec la structure, l'entité. Le logo est le point d'entrée de la marque.
dira Milton Glaser. La marque, par contre, c'est le nom d'un ensemble de produits. Dans notre cas, c'est le nom donc institutionnel de l'ensemble des services qu'offre la mairie en tant que siège d'un territoire décentralisé. La marque est en effet un concentré d'informations sur l'identité de l'entité. Une identité de marque ou une identité visuelle, c'est donc l'ensemble des signes qui vous permettent de reconnaître une marque. Et une image de marque, c'est la manière dont la marque est perçue par les publics cibles. Donc, comment différencier le logo de la marque? Quand on parle de marque, c'est la façon dont la mairie est perçue dans son ensemble et la réputation, l'impression, les valeurs, l'émotion qu'elle cause en les gens, les différentes expériences que les gens font de la mairie. C'est tout cela qu'on peut regrouper dans la marque. Quand on parle de l'identité visuelle, c'est l'ensemble donc des éléments visuels cohérents permettant d'identifier la mairie sur tous les supports qu'elle utilise. Donc son univers graphique, logo, slogan, style, couleur, etc. Et finalement le logo, c'est la représentation graphique de la mairie en tant que marque. Elle permet de l'identifier facilement. Symboles, typographie, emblème, etc. Définir son identité de marque. Comment est-ce que cela se fait? Avant de créer la charte graphique, il faut déterminer l'image et les valeurs que vous souhaitez véhiculer à vos publics cibles. La charte graphique unifie en fait les composantes de la marque dans un même univers visuel qui est ensuite appliqué de façon homogène sur tous les supports de communication utilisés par la structure, la mairie en l'occurrence. Ainsi, chaque fois qu'un contenu est créé ou qu'un support est édité, l'image de marque conserve toute sa cohérence aux yeux des destinataires. La charte graphique constitue donc un guide des bonnes pratiques à adopter pour la représentation d'une marque. Pour définir son identité de marque, il faut donc en premier lieu définir la base existentielle de la mairie en l'occurrence. Cette étape est primordiale. Il faut connaître la raison d'être de votre mairie en tant que marque et il faut aussi connaître les messages clés que vous voulez transmettre, la promesse qu'on fait aux cibles et les objectifs qu'on vise. Je suis certaine que cela vous rappelle quelque chose. Effectivement, dans le module précédent, ou dans un des modules précédents où nous avons évoqué la stratégie de communication, nous avons expliqué que pour pouvoir établir sa stratégie de communication, il faut d'abord savoir où on va donc avec la mission, ce qu'on fait donc avec les missions, où on va avec la vision, ce qu'on fait avec les missions et donc savoir clairement quels sont les messages clés qu'on doit concevoir, comment est-ce qu'on doit les concevoir. Donc tout ceci se retrouve, vous l'aurez remarqué, dans la base existentielle de la mairie. Ensuite, pour déterminer ou pour définir son identité de marque, la deuxième des choses à faire, c'est d'identifier les publics. Quelles sont les cibles et quels sont leurs besoins? Il est important de cerner l'identité des cibles pour élaborer la charte graphique de votre marque, de votre mairie. En troisième position, il faut que vous puissiez délimiter votre personnalité. Qui êtes-vous en tant que marque? Dressez une liste de 4 ou 5 adjectifs qui vous définissent le mieux, qui vous décrivent idéalement. Vous êtes une marque plutôt traditionnelle, plutôt sérieuse, plutôt sophistiquée, plutôt rassurante, ou alors vous êtes plus tendance, vous êtes un peu légère, un peu décalée, originale. Qu'est-ce qui vous définit? Ces caractéristiques se traduiront concrètement dans vos codes couleurs, dans vos choix d'éléments visuels. Ensuite, en quatrième position, il faut matérialiser vos valeurs. Les valeurs de votre marque constituent autant de points de contact émotionnels avec vos cibles. Posez les principes fondateurs qui guident votre organisation, qui guident votre mairie et sa stratégie. Définissez 5 à 6 valeurs ici aussi
qui représente le mieux ce que vous êtes ou ce que vous voulez être. Professionnalisme, proximité, confiance, cohésion, respect, audace, etc. Qu'est-ce qui vous définit le mieux? Elles aussi vont se faire ressentir dans votre charte graphique. Et en cinquième position, la dernière étape pour définir son identité de marque, c'est de fonctionner par opposition. C'est une technique intéressante. En fait, il s'agit de choisir là aussi 3, 4 à 5 adjectifs qui disent le contraire de ce que vous êtes. Qui disent complètement l'opposé de là où vous voulez aller, de ce que vous voulez faire, qui vous contredisent en fait. Cela vous permettra d'identifier les codes couleurs et les signes graphiques qui ne peuvent pas s'intégrer dans votre charte graphique. Pourquoi? Parce que c'est en contradiction avec ce que vous voulez montrer aux gens, ce que vous voulez communiquer. Une fois qu'on a dit tout cela, vous comprendrez que la première étape pour commencer à réfléchir sur une charte graphique, c'est de définir son identité de marque. Alors, de manière générale, quels sont les éléments d'une charte graphique? Le logo, la palette de couleurs, comment est-ce qu'on met en scène le logo, donc la scénographie du logo, les goodies, t-shirts, casquettes, etc., marqués avec votre logo, la signature, quelle est la signature que vous utilisez, la signalétique, la position de vos signes graphiques sur vos documents, la police ou la typographie. De manière ramassée, c'est tout ça qu'on doit retrouver dans votre charte graphique. Alors, la charte graphique est importante parce qu'elle permet en fait d'adapter les différents éléments graphiques de l'identité visuelle d'une marque pour qu'on puisse facilement la reconnaître sur un support de communication. Il est en fait conseillé d'utiliser exactement les mêmes couleurs, les mêmes typographies et toutes les autres règles de graphisme ou toutes les autres règles graphiques précisées dans le document de la charte graphique. En fait, il n'est pas conseillé. Vous êtes obligé d'utiliser, d'être conforme à votre charte graphique pour être cohérent. On va donc commencer à énumérer, donc à étudier les éléments de la charte graphique. Le logo. Il faut retenir qu'il y a 5 types de logos. Le premier type, c'est le logo typographique. Le logo typographique, aussi appelé signature, si on veut, est uniquement composé de texte. Et donc, vous avez des exemples, Coca-Cola, Google, Facebook. Le deuxième type de logo, c'est ce qu'on appelle le logo style symbole. Alors, c'est composé uniquement d'un pictogramme ou d'un dessin simplifié. C'est facilement reconnaissable. En fait, il faut savoir que ce type de logo est approprié pour des entités qui sont déjà bien installées dans les esprits des gens parce qu'il ne propose aucune indication pour qu'on puisse les reconnaître. Tout de suite, quand vous voyez ça, on sait que c'est la marque Apple. Quand on voit ça, on sait que c'est Twitter. Quand on voit ça, on sait que c'est... Je vous laisse quelques secondes. Oui, c'est Pepsi. Quand on voit ça, effectivement, c'est Shell. Donc, ce sont des marques qui, anciennes, assez anciennes, bien assises. Bon, pas forcément anciennes parce que Twitter n'est pas si ancien que ça. Mais en tout cas, elles sont bien assises, bien connues. Donc, même si en bas, on n'écrit pas Apple, on n'écrit pas Twitter, il suffit de voir le signe et on sait que c'est Twitter, c'est Apple, c'est Pepsi. Donc, c'est le logo de style symbole. En troisième position, le logo de style combiné. Alors, c'est l'un des plus populaires, il faut le dire. Il est composé d'un symbole ainsi que d'un ou de plusieurs mots. Donc, Adidas, YouTube, Dove, Red Bull. Vous avez le symbole et l'écriture. Le symbole et l'écriture. Le symbole et l'écriture. Le symbole et l'écriture. Un autre type de logo, le quatrième, le style mascotte. Alors, le style mascotte consiste à opter pour un personnage qui agira comme un ambassadeur de votre marque. Ce style donne un côté un peu ludique à la structure. Là, vous avez KFC. En fait, le monsieur, c'est le patron de KFC. Ils ont choisi de l'intégrer dans le logo. Vous avez la vache qui rit. Donc, la mascotte, c'est ça, c'est la vache. Et vous avez le nom donc, de la marque.
Vous avez Carnaval de Québec. Donc ça, c'est un événement, c'est un festival. Et vous avez la mascotte à côté et la phrase à côté. Et le dernier style de logo, le style emblème. Alors, le style emblème est utilisé pour donner de la prestance ou un certain cachet à la marque. Il possède une apparence plutôt traditionnelle, donc badge ou sceau. Vous avez l'impression qu'il y a une forme sur laquelle est posé donc, le logo. Et comme le logo combiné, le logo emblème incorpore du texte et un symbole. Mais en général, le texte est intégré au symbole. Vous pouvez remarquer ici, avec NHL, le texte est intégré au symbole. Ici, le texte est intégré au symbole. Burger King, le texte est intégré au symbole. Au contraire de, par exemple, du style combiné, vous avez le symbole à part et le logo à part. Le symbole à part, le logo à part, ici aussi, ici aussi. Mais là, le texte et le symbole ne font qu'un. Voilà. Alors, 5 règles pour bien utiliser son logo. Enfin, 5 règles pour un logo efficace. Il faut que votre logo soit simple. C'est important. Votre logo doit être simple. Votre logo doit être mémorisable. Votre logo doit être intemporel. Si vous choisissez par exemple un élément qui a trait à la crise de coronavirus pour faire votre logo, aujourd'hui on parle de moins en moins de coronavirus. Donc vous allez comprendre que votre logo va passer dans le passé, si vous me permettez la répétition. Il faut un logo qui soit intemporel, un logo qui soit adaptable. Parce que tout évolue. Donc, il faudrait que votre logo puisse évoluer avec le temps. Pas changer, pas être modifié, mais évoluer. Et il faut que votre logo soit pertinent. Si vous réunissez ces 5 règles, vous aurez un logo efficace. Alors, il y a une confusion qu'on fait très souvent entre le logo et les armoiries. Il faut éviter cette confusion. Les armoiries sont des dessins qui représentent en couleur et accompagnés de quelques règles. Et leur objet, en fait, c'est de pouvoir... Alors, il y a une confusion qu'on fait très souvent entre les armoiries et le logo ou les logos. Il faut l'éviter. Les armoiries sont des dessins, des représentations en couleur qui sont soumis à quelques règles qui ont pour objet de définir l'identité d'une personne physique ou morale. Elles sont régies par un ensemble de règles qu'on appelle blasons. Le blasonnement, donc, c'est la manière codifiée et scientifique de décrire les éléments des armoiries. L'écu, c'est la forme de base sur laquelle reposent les armoiries. Donc ici, dans notre exemple, l'écu sera donc, ici, l'écu, c'est cette forme-là, cette forme ovale. Ici, l'écu, on a l'impression d'avoir un rectangle derrière. Là, on a l'impression d'avoir un rond derrière. Ça, c'est l'écu. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas obligé d'avoir un logo et des armoiries. Le logo est indiscutable. Une mairie doit avoir un logo. Mais est-ce qu'elle doit avoir aussi des armoiries? C'est une question qui est laissée à l'appréciation de chacun. On peut décider d'avoir des armoiries et un logo ou décider uniquement d'avoir un logo. Alors, ici, là, nous avons les armoiries du Togo et nous avons le logo de la République togolaise. Il faut savoir que les États choisissent d'intégrer leurs armoiries à leur logo. Ici, nous avons la République du Bénin, les armoiries de la République du Bénin et le logo officiel de la République du Bénin. Ici, nous avons... Alors, il faut savoir que normalement, ce logo, il est sur fond blanc. Mais puisque le fond de notre diapositive est déjà en
blanc. Pour que ce soit visible, il a fallu qu'on mette un fond noir. Et ici aussi, vous avez les armoiries du Ghana et le logo du Ghana. Donc ici, c'est un logo style, oui, vous avez trouvé, c'est un logo style combiné. Donc, vous avez l'emblème et le texte. Pareil ici, l'emblème et le texte. Pareil, emblème et texte. Donc, en fait, les États choisissent très souvent de prendre leurs armoiries, d'ajouter du texte pour faire leur logo. Mais là, on est dans le cadre d'État. Pas tous, hein. Pas tous. La plupart du temps en Afrique, c'est ce qui se fait. Alors, je vous montre un autre exemple. Ici, vous avez les armoiries de la République française et vous avez le logo de la République. Donc, vous allez remarquer que les armoiries ici ne se retrouvent pas dans le logo. Ce qui voudrait dire que ce qu'on a vu ici n'est pas une règle d'or, ce n'est pas une obligation. On peut faire autrement, comme ici. Ici, il s'agit de villes. Vous avez donc les armoiries de la commune et le logo de la commune, municipalité de Saint-Jacques. C'est la ville de Saint-Jacques qui a donc les armoiries et un logo. Donc, c'est le logo qu'ils utilisent le plus. Les armoiries, en fait, racontent plus l'histoire. C'est l'historique. Vous remarquerez que dans les armoiries, il y a plusieurs éléments. Là, il y a ça qui a donc sa signification, ça qui a sa signification, ça qui a sa signification, et ça aussi qui a sa signification. Et la plupart du temps, dans les armoiries, il y a la devise. Ici, c'est Ipsa Douce. J'avoue que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, vous remarquerez, d'ailleurs, je vais aller un peu en arrière pour qu'on regarde ici. Travail, liberté, patrie. Dans les armoiries du Togo, vous avez donc effectivement la devise. Ici, fraternité, justice, travail. Donc, la devise ici, freedom and justice. Liberté et justice. La devise. Donc, la devise en bas, les différents éléments qui sont donc explicables. D'ailleurs, quand vous allez sur le site de la municipalité de Saint-Jacques, vous avez une partie où ils expliquent l'armoirie. Donc, ça retrace un peu l'historique de la ville. Mais ça, c'est leur logo. Assez moderne, assez in. Vous avez un autre exemple ici. C'est la ville de Sainte-Anne de la Pérade. Vous avez les armoiries, donc qui racontent l'histoire. Et vous avez le logo. Pareil ici, vous avez les armoiries de la ville de Bègle et vous avez le logo de la ville de Bègle. Voilà. Donc, il faudrait qu'on apprenne à faire la différence entre les armoiries et les logos. Les armoiries sont très souvent très chargées. Ça raconte une histoire, même si ce n'est pas très chargé, parce que ici, bon, on voit que ce n'est pas très chargé, mais il y a tous ces éléments. Chaque élément, en fait, dans ce symbole raconte une histoire. Ici, c'est une histoire. Ça, c'est une histoire. Le RF ici, c'est une histoire. Tout ce qu'il y a dedans raconte une histoire. Pareil ici, pareil ici, pareil ici. Le logo, bon, Saint-Jacques, municipalité de Saint-Jacques, c'est un logo tout simple. Bègle, bon, c'est un logo tout simple. Pareil ici, ils ont choisi un monument de la ville un peu pour représenter. Donc, ils ont fait un logo de style symbole et de style combiné, donc un symbole plus le texte. Donc, il faut qu'on commence déjà à partir d'ici à réfléchir pour les communes donc, qui ont déjà des logos, à bien regarder s'il s'agit de logos ou d'armoiries. Maintenant, ce n'est pas parce que ce sont des armoiries et qu'on y tient qu'on est obligé de changer. On peut les garder pour en faire son logo. Il faut juste savoir que, bon, il faut savoir en fait que je ne sais pas, en fait, je n'ai pas envie d'influencer le choix par rapport à cela. Mais de manière objective, il faut savoir que dans ce cas, vous n'avez pas de logo, vous avez des armoiries. Donc, des logos, des armoiries qui tiennent lieu de logo. Voilà. Alors, une fois qu'on a vu ça, on va parler un peu de comment on met en scène un logo. Il faut savoir que ça peut être intéressant de faire la mise en scène de logo pour engager en fait l'interaction avec les publics cibles. Parfois, une partie de votre logo, un petit signe, un début de symbole peut permettre de vous identifier très facilement. Regardez ici. Normalement, quand on voit ça, la plupart du temps, on sait que c'est Lacoste. On voit ça, c'est encore plus parlant. Alors que le logo lui-même, il est là. C'est un logo style combiné, un symbole plus le mot Lacoste.
Donc là, ce n'est pas encore le logo. Mais quand on voit ça, on sait très bien que c'est Lacoste. Ensuite, ici, nous sommes au département de la Gironde. Aujourd'hui, les Girondins, à chaque fois qu'ils voient ce signe, ils savent que c'est le département qui envoie un message. Quand ils voient ça, ils savent. Et c'est ça, on rentre dans la mise en scène. Ils peuvent transformer donc ce symbole-là. Là, ils ont fait une campagne qui parle de la fibre, donc d'Internet, des connexions. Donc, ils ont un peu joué sur le symbole. Ça, on voit ça, on sait que c'est Gironde, mais en fait, normalement, le logo de la Gironde, c'est celui-là. Voilà. Visa. Quand je vois ça, je sais que c'est Visa automatiquement. Mais le logo, il est là. Ça, c'est le vrai logo. Pareil pour Microsoft. Quand on voit ça, on n'a pas besoin de lire Microsoft pour savoir que c'est Microsoft. C'est automatique. C'est pareil pour Pepsi. Pareil pour Google. Pareil pour la marque, la célèbre marque Apple. Quand je vois ça, il y a plusieurs mises en scène. Je vois ça, je sais. Et ici, regardez, ils ont même un peu joué sur la partie où on a croqué. C'est la tête de quelqu'un, si vous regardez bien. La tête de quelqu'un. Et mais je vois ça, je sais que c'est Apple. Donc, c'est tout ça qu'on met dans la mise en scène. Et YouTube. Aujourd'hui, tout le monde voit ça, on sait que c'est YouTube. On voit ça, on sait, mais le vrai logo de YouTube, c'est celui-là. Voilà. Alors, toujours dans la mise en scène du logo, j'ai pris un cas pour qu'on puisse faire un exemple. Là, vous avez la marque Pringles. Et si on voit l'évolution donc de cette marque, c'était comme ça. Ensuite, on est passé à ça. Ensuite, on est passé à ça jusqu'à arriver à ça en 2021. Ce qui, en fait, illustre bien quand je parlais de l'adaptabilité, de l'évolution du logo. Ils n'ont pas modifié parce que, bon, quand on regarde ça et qu'on regarde ça, on n'est pas choqué. Il n'y a pas une modification du logo, mais il y a une adaptabilité. Le logo s'est adapté à son temps, il est devenu plus, on va dire, plus moderne. Voilà. Alors, ce qui leur permet de faire des choses comme ça, très amusantes, et de faire des choses comme ça, comme des émoticônes. Ça peut être très amusant. Alors, exemple de logo moderne. Là, je vous laisse un peu regarder. Là, vous avez le logo de la métropole de Bordeaux. C'est une ville en France. Là, vous avez le logo d'une région. Aujourd'hui, quand on parle de logo moderne, il faut chercher à aller dans ce genre de style-là. Donc, vous comprendrez qu'on est assez loin du style armoirie. Ça, c'est ce qu'on appelle des logos modernes. Une fois qu'on a vu tout cela, on va passer donc à la palette de couleurs. Donc, la psychologie des couleurs. Dans la charte graphique, il faut définir les différentes variations des couleurs du logo. Ces codes couleurs doivent être respectés dans toutes les communications. Ils permettent de reconnaître une marque, mais aussi de la différencier des autres marques. Alors, là, c'est la couleur argent. Qu'est-ce que ça traduit? Parce que là, on parle de la psychologie des couleurs. Je tiens à dire, avant de commencer à parler de tout ça, que ces définitions ne sont pas figées. Là, de manière, on va dire, scientifique, les psychologues ont découvert que quand on regarde ces couleurs, c'est ce que ça réveille en les gens. Mais n'empêche que si dans votre commune, vous avez de l'eau, et que vous choisissez de mettre de l'eau pour représenter, enfin, du bleu pour représenter votre rivière dans votre logo, ça peut se faire. Ça ne voudrait pas dire qu'il faut forcément s'aligner sur ce que le bleu dit ici. Mais de manière psychologique et de manière scientifique, c'est ce que ces couleurs évoquent, de manière inconsciente même d'ailleurs, en les gens. Donc, la couleur argent, c'est glamour, c'est classe. Ça rappelle la grâce, le high-tech. C'est pas pour rien que Apple a choisi normalement, le logo de Apple, c'est le gris. C'est de la couleur argent. Donc, c'est high-tech. Le high-tech, c'est quoi la haute technologie? Le lissage, c'est quoi? Quelque chose qui est bien fait.
et quelque chose de brillant. La couleur or, donc santé, prospérité, valeur, tradition. Ici, le brun, protection, sécurité, sérieux, durabilité. Mais en même temps, ça peut sembler un peu ennuyeux, donc il ne faut pas en abuser. Le vert, espoir, santé, vie, croissance, paix, vérité, mais aussi hasard. Le bleu turquoise, guérison, protection, spiritualité, mais aussi sophistication. Le rouge, donc, hein, passion, amour, puissance, dynamisme, urgence aussi, appétit et peur. L'orange, positivité, motivation, appétit, chaleur, confort, protection. Le jaune, chaleur, joie, optimisme, inspiration. Le jaune remonte le moral, mais il peut être aussi un peu, il peut rendre critique un peu. Le violet, luxe, courage, loyauté, un peu de magie, mystère, créativité et introspection. Ça fait réfléchir. Le rose, sensualité, douceur, innocence, délicatesse, mais aussi la gourmandise et l'immaturité. Le gris, professionnalisme, maturité, impartialité, formalisme. Le bleu, confiance, stabilité, honnêteté, loyauté, rassurant, dur, ça peut être dur à percevoir, le bleu. Le blanc, la pureté, la propreté, l'égalité, la paix, la vie, mais aussi l'isolement. Ça peut représenter l'isolement. Quelqu'un, enfin, ça peut donner l'impression d'être isolé, loin de tout. Le noir, sérieux, élégance, mystère, prestige, sophistication, mais ça peut aussi être un peu négatif. Donc, quelque part, ça peut traduire la tristesse ou des choses comme ça. Voilà. Donc, là, vous connaissez un peu de manière psychologique l'impact que les couleurs ont, mais ça ne vous empêche pas de les utiliser avec d'autres explications. Donc là, je vous ai mis un exemple pour voir les marques qui se sont alignées sur donc, les couleurs pour choisir Prada, Michael Kors, ça va être le noir, le bleu, Samsung, Intel, Ford, Facebook, Unilever, etc., etc., etc. Et vous avez même certains sites sur lesquels on peut aller pour découvrir plus de liens entre les couleurs et les logos. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va voir les règles typographiques. Les règles typographiques, en effet, sont de deux ordres. En premier, il faut savoir que quand un document sort de chez vous, donc là, on va dire d'une mairie, il faut qu'elle soit exempte de fautes. Quand je dis fautes, l'erreur est certes humaine, mais il y a des fautes qu'on peut éviter de faire. Par exemple, ici, quand on prend la ponctuation, ici on prend les signes, donc le point, la virgule, les points de suspension, les parenthèses de fermeture, les crochets fermants, les guillemets anglais fermants. Ces signes-là, on est en train de dire ici qu'il n'y a pas d'espace avant, mais on met l'espace après. Donc là, ils ont mis par exemple, l'ordre du jour est épuisé, point, donc espace, la séance est levée. Donc, ici aussi, ils ont mis les signes et ils expliquent. Il faut mettre l'espace avant, mais pas d'espace après. Donc, les parenthèses qui ferment, les guillemets qui ferment, les crochets qui ferment, etc., etc. Alors, j'ai mis des éléments comme ça exprès, sachant que vous pouvez faire des captures d'écran et les garder pour les consulter quand vous en aurez besoin. La deuxième partie donc des règles typographiques. Il faut savoir que chaque police a une signification, a aussi de manière psychologique de l'impact sur les personnes qui regardent, qui lisent.
Les différentes typographies donc, que peuvent comprendre votre charte graphique ne sont pas forcément les mêmes que celles de votre logo. Elles peuvent être différentes, mais il est primordial de respecter les polices choisies sur tous les supports. Là, les polices qu'on dit d'écriture sérif avec empattement. Donc, qu'est-ce que ça traduit? La sobriété, l'élégance, la tradition, le sérieux. Ces polices ne sont pas fantaisistes, elles sont classiques et elles sont facilement lisibles. Vous avez par exemple Times New Roman, Georgia, Playfair Display. Ce sont des polices qui sont classiques, qui sont facilement lisibles et qui ne sont pas fantaisistes. En fait, là, je suis en train d'énumérer les grandes familles de polices pour vous permettre de faire votre choix à l'intérieur. Les polices d'écriture sans sérif, sans empattement. Donc, elles sont classiques, elles sont modernes, elles inspirent la propriété et l'efficacité. Elles sont très sobres et aisément lisibles. Elles sont encore même plus lisibles que les polices d'écriture sérif. Donc, Arial, Open Sans, Dulus Sans Soi. Les polices d'écriture cursive, elles sont élégantes, elles traduisent le luxe et la délicatesse. Mais il faut être vigilant quant à leur usage car elles sont rapidement illisibles. Donc vous avez la parisienne, vous avez Clicker Script et vous avez, même moi j'ai du mal à lire. Voilà. Ensuite, vous avez donc la quatrième famille, les polices d'écriture qu'on appelle display. Alors, très forte personnalité, car chaque police display a sa propre personnalité et sa propre connotation. Ses propres symboles, c'est un peu la famille des inclassables, si on veut. De même, il faut faire très attention à leur lisibilité. Donc, vous avez par exemple Lobster, vous avez Amatic SC, vous avez Monotone, vous avez Cabin Sketch. Voilà, là vous avez les familles, les grandes familles de police et vous pouvez donc vous décider. Déjà, je suis sûre qu'on n'ira pas là. Voilà, donc on va rester ici pour faire son choix. Alors, ensuite, on va voir toujours dans les éléments d'une charte graphique la position des signes. Ici, par exemple, on peut choisir de mettre notre logo toujours en haut à gauche. Donc, choisir des positions 3 au maximum, donc de vos signes sur les supports que vous utilisez. Là, par exemple, on mettra le logo toujours en haut à gauche. Ici, on décide par exemple de mettre le logo toujours en bas à droite. C'est un choix. C'est un choix qu'on a fait et le plus important, c'est de respecter ce choix et de s'y tenir. Voilà. Ici, je vous ai mis un exemple, donc, du coup, par rapport à ce qu'on vient de voir. Coca-Cola a 3 façons de mettre son logo sur ses produits. 3 façons, pas plus, vous n'allez pas trouver. Donc, soit c'est en haut comme ça, soit c'est comme ça couché sur toute la longueur de la canette, soit c'est au milieu comme ça. Vous n'allez pas voir une autre manière de placement du logo Coca-Cola sur ces produits. Ensuite, toujours dans le positionnement donc des signes graphiques sur nos supports. Ici, regardez, en fait, c'est tellement précis que c'est millimétré. Donc, entre BMW, donc le logo, et cette inscription, il faut combien de centimètres? Tout ça, c'est millimétré. Entre l'inscription et le bas du capot, combien de centimètres? C'est absolument millimétré. Pareil ici, entre la marque qui est écrite là et le bas de la voiture, il y a combien de centimètres? Donc, en fait, la question du positionnement est très, très importante. Regardez ça. Je suis sûre que tout le monde va me dire que c'est le logo de BP. Ici aussi, on va me dire, oui, mais c'est BP. Toujours c'est BP et là, c'est BP. Mais en fait, non. Ici, il n'y a que 2 logos qui correspondent à BP. Les 2 autres ne sont pas BP. Celui-là, je vais prendre un outil pour bien vous expliquer. Ça, ce n'est pas BP.
Ça non plus, ce n'est pas BP. Et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas BP. Ça, par contre, c'est BP et ça aussi, c'est BP. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas BP. Alors, quand on vient ici, BP, c'est cette image et le petit b et le petit p écrit en haut à droite. L'image sans les lettres BP, ce n'est pas le logo. L'image avec les lettres BP placées ailleurs, ce n'est pas le logo. L'image avec les lettres BP placées en haut à droite, c'est le logo. Placé en haut à droite, c'est le logo. Donc, c'est pour ça que là, ce n'est pas le logo et que là, ce n'est pas le logo. Donc, vous voyez que c'est très facile de dénaturer un logo. C'est pour ça que vous, en tant qu'institution émettrice du logo, vous devez faire très attention à respecter la charte graphique sur vos propres supports. Si vous-même, vous ne les respectez pas, les autres ne pourront pas respecter. Là, malgré même que BP respecte sa charte graphique, on remarque qu'il y a quand même des gens qui ne respectent pas. Donc, il faut quand même tenir dur et respecter sa charte graphique. C'est très important. Alors, on va ensuite parler des goodies. Les goodies, c'est vraiment la personnalisation. Donc, en fait, dans la charte graphique, il faut qu'il y ait les règles de personnalisation des objets avec votre logo. Donc, calendrier, agenda, stylo, mug, t-shirt, polo, aliments, divers, tissus, etc., etc. Donc, il faut qu'il y ait les règles de positionnement ou de personnalisation de tous ces éléments avec votre logo. Tout ça doit être dans la charte graphique. Ensuite, on va parler des éléments d'identification. Il faut savoir que les règles d'édition des cartes de visite, cartes professionnelles, papier en tête, carnet reçu, enveloppe, etc., etc., bannières, bannières standards, bannières de campagne, les plaquettes institutionnelles. Toutes ces règles-là doivent être inscrites dans votre charte graphique pour que, à chaque fois que quelqu'un veut faire un document d'identification, un élément d'identification, il sache comment s'y prendre. Ici, vous avez les cartes de visite. Donc ici, en portrait et là en paysage et là en portrait. Donc, dans la charte graphique, il faut un exemple comme ça pour que on sache que bon, chez nous, dans notre mairie, pour faire une carte de visite, c'est comme ça. Vous avez aussi la carte professionnelle. C'est quoi le modèle de la carte professionnelle chez vous? Si vous avez décidé de faire des cartes professionnelles. Je rappelle que les éléments d'une charte graphique, tous les éléments ne sont pas obligatoires. Papier en tête. Donc, comment est-ce qu'on fait le papier sur lequel on écrit? C'est quoi le modèle de papier en tête? Il faut que ce soit formalisé dans la charte. Les enveloppes, si vous en avez, il y a une manière de les imprimer et quand ça vient, on sait forcément que ça vient de chez vous. Même bien avant même de lire le nom de la commune, on sait d'où ça vient. Pourquoi? Parce que c'est personnalisé. Les plaquettes institutionnelles, pareil, c'est personnalisé. On va donc parler des bannières. Il y a ce qu'on appelle les bannières de campagne et les bannières standards. Les bannières de campagne sont les bannières occasionnelles. C'est pour un événement précis qu'on les fait. Mais les bannières standards sont les bannières qui restent là tout le temps. Donc, on est obligé d'avoir des bannières standards pour les réseaux sociaux ou même parfois le site web. Mais on n'est pas obligé d'avoir des bannières de campagne. Donc là, vous avez la bannière standard du ministère de l'économie numérique du Togo. Quand vous allez sur leur page, je pense LinkedIn, c'est comme ça ne bouge pas. Ici, vous avez la bannière standard de la mairie de Cocody en Côte d'Ivoire. Donc, à Kouaba, à Cocody, ils ont mis la photo de la mairie pour faire. Quand vous arrivez sur le site, c'est ça que vous allez voir en photo de bannière.
Là, c'est la République togolaise qui a fait une bannière, donc on appelle bannière de campagne, pour les 63 ans de l'indépendance du Togo. Donc, ils ont mis ça la semaine de l'indépendance et après, ils ont enlevé. Ici, c'est une bannière aussi de campagne, c'est une campagne de recrutement. Donc, c'est le département de la Gironde dont on a parlé tout à l'heure qui publie donc une offre sur LinkedIn. Donc, rejoignez-nous, on recrute. C'est une bannière de campagne. Après, ils vont l'enlever. Ensuite, ne parle pas d'âge. C'est une campagne aussi qu'on va dire une bannière de campagne. C'est aussi une bannière de campagne. C'est toujours le département qui fait une activité, donc une campagne par rapport aux âges, tout ça. Et ils ont fait une bannière de campagne. Pareil ici, c'est une bannière de campagne de la ville de Dakar, donc au Sénégal, qui fait une activité et qui a fait une bannière de campagne sur sa page Facebook. Alors, je vous ai mis ça et je vous ai mis ça. Ça, c'est la bonne affiche. C'est ça la bonne affiche. Malheureusement, ils l'ont coupé en la mettant ici sur Facebook. J'ai mis ça exprès pour vous expliquer que quand on fait une campagne, enfin, quand on fait une affiche et qu'on veut mettre sur les réseaux sociaux, il faut que ça s'adapte. Il faut juste demander au graphiste qui a fait l'affiche de l'adapter au format bannière réseaux sociaux. Et chaque réseau social a son format. Donc, il faut lui dire de l'adapter au format bannière Facebook, au format bannière Twitter, au format bannière LinkedIn, etc. Mais s'il ne l'adapte pas et que vous mettez, c'est comme ça que ça va se retrouver. Ça va. Alors, on va ensuite parler des signatures. La signature photo. Remarquez ici, c'est une photo prise sur le site web de la République du Ghana. Donc, ils ont ce qu'on appelle une signature photo. C'est comme un tampon numérique qu'ils mettent sur toutes leurs photos. Donc, ils ont fait un saut en fait avec leur armoirie, leur logo, et ils ont transformé ça en tampon numérique qu'ils mettent sur toutes les photos. Toutes les photos que vous trouverez sur le site de la République du Ghana sont marquées donc, de ce saut. Voilà. Donc, si vous choisissez de signer vos photos, il faut que dans votre charte graphique, il y ait des instructions pour customiser les photos. Donc, modèle de signature, la règle en fait infographique pour pouvoir customiser vos photos. Si vous choisissez une signature par saut, comme ici, l'infographiste devra donc réaliser quelque chose comme ça qu'on mettra à votre disposition et que vous apposerez à chaque fois sur vos photos. La signature par le style. Ici, regardez, même bien avant de voir le logo de la structure en bas ici, et vous allez remarquer aussi, ils ont choisi de placer leur logo. On en parlait tout à l'heure dans le positionnement donc, des signes graphiques. Ils ont choisi de placer leur logo toujours en bas au centre. En bas au centre, en bas au centre, en bas au centre. Vous ne retrouverez pas leur logo ailleurs sur un document. Donc, bien avant même d'aller voir la marque, vous allez remarquer que le style en fait, de l'infographie est la même sur toutes les photos. Donc, à chaque fois qu'on voit une image comme ça, on sait tout de suite que ça vient de l'agence TDM. Regardez le fond, regardez un peu les couleurs, regardez le style de la photographie. Ouais. Donc, c'est un style, une signature par le style. On a vu tout à l'heure la signature la signature photo. Là, on voit la signature par le style. On va ensuite voir la signature de campagne. J'ai pris en exemple ceci. Ça, c'est la marque d'une bière française, 1664. Ça, c'est le logo. Ça, c'est leur logo. C'est comme ça que le logo se présente. Et ils ont fait une campagne parce qu'ils ont sorti d'autres parfums de bière et ils ont fait une campagne. Remarquez que sur les 4 photos, les 4 affiches de campagne, vous avez toujours en fond cette croix. Ici, ils ont fait avec la lumière. Ici, ils ont fait en haut avec les nuages qu'ils ont colorés donc en rouge. Et ils ont croisé avec les champs de fraises en bas. Donc, forcément, vous avez votre croix derrière.
Ici, c'est à la plage. Donc, vous avez les bordures des plots en rouge et les oiseaux en rouge qui se croisent pour faire la croix. Pareil, ici, c'est la lumière, la nuit. Vous avez votre croix rouge derrière. Quoi qu'il arrive, cette forme-là de croix en rouge est toujours représentée sur toutes les affiches de leur campagne. Ça, c'est une signature de campagne. Ils ont choisi de signer avec un élément de leur logo. Parce que ça, c'est tout le logo. Et un des éléments, c'est la croix derrière. Ils auraient pu choisir autre chose pour signer. Ils ont choisi cet élément du logo pour faire la signature. Donc là, c'est la signature de campagne. Et enfin, la signature mail. Quand nous finissons d'écrire un mail et que nous voulons l'envoyer, comment est-ce qu'on signe ce mail? D'ailleurs, je profite pour vous dire que ça se programme, la signature mail. Ça se programme dans votre client mail. À chaque fois que vous envoyez un mail, ça part avec la signature. Vous pouvez même mettre votre logo dans la signature. Voilà. Alors, là, on a donc, j'ai fini mon mail. Je signe par exemple votre mairie à votre écoute, le nom de la personne, Sandra, famille, chargée de communication, mairie du L, numéro de téléphone et l'adresse du site web. C'est un modèle de signature. On peut choisir un autre modèle de signature, toujours à disposition. Direction des ressources humaines, Daniel Citoyen, mairie du Z, téléphone et adresse mail. Donc, ça dépend. Vous pouvez penser à plusieurs manières de signer. L'important, c'est qu'il y ait les informations de contact. Donc, mettez toujours votre adresse mail qu'on puisse aller, l'adresse du site web pour encourager les gens à aller jeter un coup d'œil. Mettez le logo. Ici, c'est un exemple, donc forcément, je n'ai pas mis le logo. Mettez le logo, ce n'est pas une obligation, bien évidemment. Ce sont des directives. Mettez le logo, ça encourage les gens. Parfois même, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme le logo en lien cliquable. Donc, vous cliquez sur la photo du logo dans la signature et ça vous amène directement sur le site web de la mairie. Ça peut être intéressant tout ça et ça se travaille. Ce n'est pas très compliqué. Donc, après la signature, on va voir ce qu'on appelle la signalétique. Donc, la signalétique intérieure ou la signalétique interne. Donc, les flèches directionnelles, comment est-ce que les gens se repèrent quand ils arrivent à la mairie, comment est-ce que vous marquez le nom des gens sur les portes, comment est-ce que vous mettez les plaques de direction, etc. Tout ça, il faut que ce soit harmonisé. Et c'est dans la charte graphique qu'on harmonise tout ça. Pareil pour la signalétique extérieure. Comment est-ce que vous dirigez la mairie? Donc, mairie, accès, magasin, mairie, parking, le totem pour expliquer un peu les services. Si la mairie est très grande, donc ici, on fait les actes d'état civil, là-bas, c'est pour les légalisations, là-bas, c'est pour ceci. Donc, ce sont des flèches directionnelles. Ça permet aux gens de se repérer quand ils arrivent à la mairie. Ça peut être très intéressant. D'ailleurs, c'est très important. Ensuite, quelques recommandations pour bien utiliser sa charte graphique. Il faut toujours respecter les codes couleurs. Quand vous avez décidé de certaines couleurs à utiliser dans votre mairie, il faut toujours les respecter. Ensuite, il faut respecter les exemples de mise en page typographique. Vous avez choisi d'utiliser certaines polices. Respectez-les dans tous les textes, dans tous les documents textuels qui sortent de la mairie. Il faut qu'on ait les mêmes polices. Jusque dans les mails, il faut qu'on ait les mêmes polices. Il faut respecter la hiérarchie des visuels. Si on choisit de mettre le logo, ensuite le slogan en bas, ensuite on laisse quelques lignes, ensuite on commence à écrire, il faut que ce soit toujours comme ça. Il ne faut pas mettre sur un autre document le logo, le slogan en haut, le logo au milieu et puis le texte. Non, non, il faut être cohérent. Il faut respecter la hiérarchie des visuels sur vos documents. Il faut surtout insérer la bonne version de logo parce que ça arrive. Le logo a un peu évolué ou le logo a un peu changé, mais on continue d'utiliser l'ancien logo. Donc, il faut veiller à toujours utiliser la bonne version de votre logo. Alors, nous sommes pratiquement donc à la fin de ce quatrième module qui nous a fait découvrir ce que c'est que la charte graphique, les éléments qu'on peut y trouver. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce dernier module?
Il faut retenir que le logo est différent de la marque. Le logo, ce n'est pas votre marque. Votre logo se trouve dans votre marque. C'est le logo qui, on va dire, matérialise un peu votre marque. Donc, le logo, ce n'est pas la marque. Ensuite, l'identité visuelle, c'est primordial pour un territoire. Surtout que nous sommes en train d'aller vers des stratégies de marketing territorial. Il faut avoir une identité visuelle. Il faut avoir une existence visuelle. C'est non négociable. La charte graphique facilite la déclinaison de l'identité visuelle. Donc, une charte graphique, c'est très, très important pour une commune. Et pour finir, le logo n'est pas optionnel, mais les armoiries le sont. Vous êtes obligé d'avoir un logo, mais pas obligé d'avoir des armoiries. Quitte à utiliser les armoiries comme logo, il faut quand même qu'il y ait un signe visuel qui vous identifie. Comme je disais, nous sommes à la fin de ce 4e module. Et à bientôt, j'ai envie de dire, sur d'autres formations, sur d'autres sujets. Là, nous avons pratiquement fini la formation sur la communication numérique et la charte visuelle. Je vous invite quand même à aller regarder la conclusion parce qu'il y a plusieurs éléments intéressants. Donc, la conclusion, c'est le module qui va suivre, la vidéo en tout cas, qui va suivre, la vidéo suivante, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être intéressants, qui sont d'ailleurs très intéressants pour vous. À bientôt donc pour la suite.